En octobre 1993, la société Strait Crossing conclut avec le gouvernement canadien un accord visant le financement, la conception, la construction, la concession et l'exploitation d'un pont au-dessus du détroit de Northumberland. Immédiatement, Strait Crossing s'attaque à l'entreprise colossale consistant à concevoir et à construire l'un des plus longs ponts à multiples travées au monde. Un pont qui soit sécuritaire et qui résiste aux conditions météorologiques rigoureuses du détroit de Northumberland. Un projet qui tienne compte de toutes les préoccupations environnementales. Un chantier qui doit respecter un échéancier rigoureux pour compléter le pont en 3 ans et demi. Un consortium qui doit financer, concevoir, construire et assumer les risques relatifs au coût et au parachèvement du projet. Un consortium qui exploitera le pont pendant 35 ans. Le pont du détroit de Northumberland se compose de 2 ponts d'accès et d'un pont principal. En tout, le pont de béton préfabriqué et précontraint qui relie l'île du Prince-Édouard et le Nouveau-Brunswick fait 13 km de long sur 11 mètres de large. Les 2 ponts d'approche ont une longueur approximative de 1800 mètres et le pont principal fait 11 km. Strait Crossing met les préoccupations environnementales au premier plan de cet important projet de construction. La conception et les méthodes de construction sont élaborées en tenant compte des environnements terrestres et marins propres au site du projet. En 1994, les usines de préfabrication à ciel ouvert sont mises en opération et on lance la production des composantes du pont. À l'été 1995, Strait Crossing emploie plus de 2000 personnes, portant ainsi la production à sa pleine capacité. De plus, les entreprises en sous-traitance emploient 500 hommes et femmes, ce qui porte le total de la main-d'œuvre à 2500 personnes, dont 96% proviennent des maritimes. One of the key things that this project has done, I believe, for looking for what has it done for the future, is Une des contributions majeures de ce projet à l'égard de l'avenir réside dans le fait que les jeunes qui y ont participé, qu'ils soient ingénieurs ou autres, ont acquis tôt dans leur carrière la conviction que tout est possible. C'est une merveilleuse expérience. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes vouées à la tâche et qu'elles ont toutes le même but, compléter, pour le 1er juin, un pont complètement opérationnel. Ce qui fait que les gens sont si impliqués, c'est qu'ils constatent qu'ils font partie intégrante du projet. Les pièces pour les ponts d'accès sont fabriquées à l'usine de Bayfield au Nouveau-Brunswick. Les composantes de béton préfabriquées sont transportées jusqu'au chantier par mer ou par voie de terre pour y être mises en place à l'aide d'une poutre de lancement munie d'un pont roulant. C'est à l'usine de préfabrication de Borden-Carlton à l'île du Prince-Édouard que sont produites les composantes du pont principal, base et fût de pile, poutre principale et tablier intermédiaire. Les composantes du pont principal sont préfabriquées en béton coulé dans des coffrages d'acier. On estime qu'au cours du projet, on a coulé plus de 478 000 mètres cubes de béton, on a mis en place plus de 50 000 tonnes d'acier d'armature et on a installé plus de 12 000 tonnes de câbles de basse tension. Le béton destiné au pont principal est coulé au site de préfabrication à un rythme stupéfiant. En moyenne, l'usine produit 1500 mètres cubes de béton par jour. La qualité du béton est contrôlée en laboratoire sur le site même afin de s'assurer que le matériau respecte toutes les exigences du programme de contrôle de qualité de Strait Crossing. On incorpore à chacune des 4 chaînes de montage les éléments de précontrainte comprenant les torons à haute résistance destinés à augmenter la force des bases et des fûts de pile, ainsi que des poutres principales et des tabliers intermédiaires. Chaque base de pile est conçue et produite en fonction de son emplacement spécifique dans le détroit et de la profondeur de l'eau à sa position finale. La hauteur et la masse de chaque base peut varier, la plus imposante pesant près de 5200 tonnes et mesurant 42 mètres de haut. Règle générale, les fûts de pile, qui pèsent jusqu'à 4000 tonnes chacun, conviennent à la hauteur nominale du pont, soit 40 mètres au-dessus du niveau de l'eau.
Toutefois, la hauteur d'environ 20% des fûts de pile diffère en raison des variations dans le tracé de la chaussée sur le pont d'accès de l'île du Prince-Édouard et sur la travée du chenal de navigation. La fabrication des tabliers intermédiaires diffère de celle des fûts de pile, car les tabliers sont coulés sans aucun joint de construction. Les tabliers intermédiaires mesurent jusqu'à 60 mètres de long et pèsent en moyenne près de 1200 tonnes. Les poutres principales sont les plus grandes composantes employées pour la construction du pont. Chacune d'elles mesure environ 190 mètres de long et pèse jusqu'à 7500 tonnes. L'usine de préfabrication de l'île du Prince-Édouard est dotée d'une piste de halage qui facilite le déplacement des gigantesques composantes du pont. Ce système de rails d'acier et de colonnes de béton permet aux ouvriers de déplacer les énormes composantes en béton d'une phase de construction à l'autre. À l'aide d'un traîneau à grande capacité pesant 240 tonnes, on déplace les composantes vers les différentes étapes de production, vers l'entreposage et finalement vers le quai pour embarquement sur la grue flottante Swannon. Jeudi 13 juillet 1995, la Swannon, une grue flottante unique au monde, arrive au large des côtes de l'île du Prince-Édouard. Au cours des 18 prochains mois, la Swannon installera pas moins de 175 composantes du pont principal. Depuis le quai de chargement, la Swannon transportera chacune des pièces jusqu'à sa destination pour ensuite la mettre en place à l'aide du système de positionnement global. Mais avant que la Swannon puisse mettre en place les composantes du pont, chaque site de pile doit être excavé par le Betty L, un chaland de dragage de 128 mètres de long. Par la suite, le Betty L sert à mettre au niveau les socles de béton disposés en forme de triangle qui supporteront les bases de piles. Une fois les socles en place, c'est au tour des bases de piles d'être transportées sur le site du pont pour y être mises en place et cimentées au fond de l'océan. La première base de piles est mise en place par la Swannon dans le détroit de Northumberland le 7 août. 2 semaines plus tard, le 21 août, on met en place le premier fût de pile. Après la mise en place du fût, on cimente au sommet de la pile une pièce de transition conjuguée qui a pour fonction de faciliter le positionnement précis de la poutre principale. La première des 44 poutres principales est mise en place le 1er octobre. La poutre est déposée sur la pièce de transition conjuguée. Les torons de précontrainte sont installés à travers la poutre, le fût de pile et la base. Une fois que les torons sont tendus, ces éléments forment une unité complète. Le premier tablier intermédiaire est installé le 17 novembre. On dépose le tablier intermédiaire entre 2 poutres principales adjacentes. On fabrique ensuite des joints de fermeture et on installe des torons de précontrainte que l'on tend depuis chacun des 2 fûts de pile adjacents. L'équipage de la Swannon continue le travail de mise en place du plus grand nombre possible de composantes avant que les glaces s'installent dans le détroit. À la mi-décembre, la Swannon et 6 autres navires de la Strait Crossing rallient Georgetown pour y passer l'hiver. Au cours de sa première saison complète d'activité, Strait Crossing a complété avec succès le pont d'accès de l'île du Prince-Édouard, la mise en place de 24 composantes du pont principal et le parachèvement des piles du pont d'accès du Nouveau-Brunswick, tout en respectant l'échéancier du projet. Durant l'hiver, on poursuit le travail aux usines de préfabrication du Nouveau-Brunswick et de l'île du Prince-Édouard. Au cours des premiers mois de 1996, les boucliers anti-glace subissent les premiers assauts des glaces de l'Atlantique Nord. Les boucliers brisent la glace en la forçant à remonter sur les côtés du cône et à retomber en se fracassant. Les boucliers anti-glace sont également conçus pour prévenir l'accumulation des glaces et assurer qu'il n'y a aucun retard dans leur évacuation du détroit. Cette technologie a fait ses preuves au cours de l'hiver 1995-96. Les 23 et 24 mars, Strait Crossing invite le public à monter à bord de la Swannon. La réponse est impressionnante. See how big this thing really is. It's pretty huge, isn't it? Yeah, it's enormous. Big. Just such a big thing. Plus de 6000 personnes, hommes, femmes et enfants des maritimes et d'ailleurs, viennent voir de près ce gigantesque navire.
un printemps des plus cléments permet à la Swannon de reprendre le travail dans le détroit de Northumberland moins d'1 mois plus tard, le 16 avril. L'équipage s'est affairé tout l'hiver à l'entretien du navire en prévision du carnet de travail bien rempli de la saison à venir. Nous avons réussi à construire et à entreposer un nombre important de composantes au cours de l'hiver. Et j'ai beaucoup d'estime pour les ouvriers qui travaillent dans ces conditions difficiles de 15 à 20 degrés sous zéro. Après avoir mis en place 24 composantes l'année précédente, il en reste encore 151 à ériger avant le retour de l'hiver. The ongoing common challenge was getting people to believe that it's possible. Notre défi commun consistait à convaincre les gens que c'était possible. C'est un défi qui remonte au tout début et qui s'est étendu jusqu'au mois d'avril de cette année. C'est à ce moment-là que tout le monde commença à se dire que c'était possible, qu'on pouvait se rendre à la côte du Nouveau-Brunswick avant l'arrivée des neiges. On a déjà complété 12 fûts de pile, 11 bases de pile, 9 poutres principales et 5 tabliers secondaires qui sont prêts à être installés, tandis que 12 bases de pile, 6 fûts de pile, 15 poutres principales et 11 tabliers secondaires sont en cours de production. Au Nouveau-Brunswick, après avoir consacré l'hiver à la production des segments du pont d'accès, les équipes de travail commencent à mettre en place les composantes avec la même poutre de lancement qui a servi au parachèvement du pont d'accès de l'île du Prince-Édouard l'été précédent. Au fur et à mesure que les semaines passent, on assiste à la confirmation des principes et des concepts qui sous-tendent la construction d'un pont au-dessus du détroit de Northumberland. Les gens veulent savoir comment les pièces ont été assemblées. Ils se demandent si c'est comme des blocs Lego ou ce que l'on voit dans les dessins animés. Finalement, le pont, c'est un mélange de tout ça. L'un des éléments structurels les plus importants en est un que les gens ne verront jamais. Il s'agit d'une technique de construction unique, la précontrainte, qui raccorde littéralement les bases et les fûts de pile, de même que les poutres et les tabliers. Résultat, toutes ces composantes individuelles forment une seule unité continue. Avant de couler le béton, on installe les conduits de précontrainte qu'on fixe à l'intérieur des cages d'acier de l'armature. Une fois que le béton a atteint la fermeté voulue, on resserre les composantes à l'aide de torons d'acier à haute résistance qui ont été préalablement enfilés dans les conduits. Cette méthode est utilisée d'un bout à l'autre du pont de façon à précomprimer la structure et à réduire, voire même éliminer, le phénomène de fissurage du béton. Cette même technologie est utilisée pour les ponts d'accès de l'île du Prince-Édouard et du Nouveau-Brunswick afin de raccorder plusieurs petites composantes et d'en faire une seule structure continue. Au terme de la construction, plus de 10 millions de mètres linéaires de torons d'acier auront été incorporés dans la structure du pont. Le 3 août, Strait Crossing franchit un jalon important, la mise en place de P22, la travée du chenal de navigation située exactement à mi-chemin entre les deux rives. Posée à 60 mètres au-dessus des flots, la travée a une hauteur libre de 55 mètres. Entre les deux piles, distantes de 250 mètres, s'ouvre un chenal de navigation de 172 mètres de large. La travée du chenal de navigation est conçue pour accommoder les plus gros navires qui naviguent dans le détroit. Les fûts de pile situés de part et d'autre du chenal sont munis de feux de navigation pour diriger les navires, de même que d'un système d'avertissement par radar. La construction du pont nécessite également la mise en place d'un parapet de 25 820 mètres de long. Large de 500 mm à la base et de 225 mm à son sommet, le parapet a une hauteur de 1100 mm par rapport à la chaussée. Il épouse le contour du pont non seulement pour des raisons esthétiques, mais aussi pour protéger les ancrages de précontrainte. Pour construire le parapet, on utilise du béton à haute résistance de 45 mégapascales et un coffrage glissant. Ce procédé d'extrusion continue consiste à couler le béton dans un moule qui se déplace horizontalement en vibrant, en compactant et en façonnant le béton en une seule et même opération. Le parapet est renforcé par une cage d'acier d'armature dans laquelle on a attaché les conduits du système de contrôle et d'électricité du pont.
Le 27 septembre 1996, le pont est baptisé. Plus de 2200 noms ont été soumis. 3 finalistes ont été sélectionnés par un comité de 7 personnes et c'est au ministre des Travaux publics et des services gouvernementaux que revient la décision finale. It's with great honor and privilege that I officially name this historic undertaking, the Confederation Bridge, le pont de la Confédération. Autre signe de l'avancement des travaux, on entreprend la construction du poste de péage de l'île du Prince-Édouard. Le poste comprend 7 voies qui peuvent être assignées à la circulation des camions ou des voitures. Megaprojects by their nature are notorious for being late. De nature, les grands projets sont réputés pour être livrés en retard. Et même les partisans de ce projet sont surpris du fait que nous ayons respecté nos engagements et atteint nos objectifs à l'intérieur de l'échéancier, comme nous l'avions promis. Surmonter tous les obstacles afin de livrer le projet à la date prescrite, c'est le résultat de l'engagement et du dévouement d'une grande équipe. Mardi 19 novembre 1996, 23h30. La dernière composante du pont de la Confédération est mise en place. La pose de ce tablier intermédiaire représente une étape importante pour le projet. Les provinces de l'île du Prince-Édouard et du Nouveau-Brunswick sont désormais reliées. C'est une célébration bien méritée. Durant les 6 mois qui précèdent l'ouverture du pont, des équipes de travail mettent la dernière main à la tâche. Le surfaçage du pont nécessite la participation d'équipes qui produisent et appliquent approximativement 27 000 tonnes de béton bitumineux à base de résine synthétique, un matériau de technologie supérieure choisi pour sa stabilité à haute température et sa flexibilité à basse température. La surface du pont est nettoyée, séchée et préchauffée à 70 degrés à l'aide de brûleurs au propane avant la mise en place d'une membrane imperméable. Celle-ci est recouverte d'une couche d'asphalte de 70 mm d'épaisseur appliquée à une température de plus de 160 degrés. La finition comprend 3 catégories de travaux. Premièrement, l'installation de caméras de télévision en circuit fermé, de feux de circulation, ainsi que d'alarmes et de téléphones d'urgence disposés à 750 mètres d'intervalle tout le long du pont. Deuxièmement, l'installation d'équipements servant à contrôler la vitesse des vents et l'état de la chaussée, de même que des panneaux indicateurs de limite de vitesse variable et des panneaux à message variable pour informer les automobilistes de l'état du pont. Et finalement, la construction du poste de péage à 7 voies pour la perception des péages et la collecte de données routières. Ces composantes forment un réseau de surveillance électronique qui est relié à la salle de contrôle du pont et au poste de péage. Le pont de la Confédération compte 2 voies de circulation et de chaque côté, un accotement permettant les arrêts d'urgence. Les pentes douces et les courbes du pont, ainsi que la présence du parapet, font de la conduite sur le pont de la Confédération une expérience intéressante et agréable. Le pont est ouvert 24 heures par jour et est accessible à tout véhicule autorisé à circuler sur l'autoroute transcanadienne. Depuis le poste de péage et la salle de contrôle, le personnel de Strait Crossing surveille les conditions météorologiques et contrôle la circulation pour assurer la sécurité de tous les usagers. Finalement, au cours du printemps, pendant qu'on procède au parachèvement des travaux, on prépare le Bridgefest 97, un festival de 3 jours couronné par l'ouverture officielle du pont de la Confédération. La veille de Bridgefest 97, Strait Crossing invite ses employés et leurs familles à un pique-nique. La fête commence par le dévoilement d'un monument en l'honneur des hommes et des femmes qui ont contribué à la construction du pont. Le monument présente de nombreuses caractéristiques du pont et rend hommage à la détermination et au travail acharné de ceux et celles qui ont fait du pont de la Confédération une réalité.
This is the best crew of people that I've ever been associated with. A great job, a job well done. Thank you very much. Toutefois, ce rassemblement de plus de 2500 personnes n'est que l'amorce du festival qui se déroulera au cours des 3 prochains jours et qui réunira plus de 150 000 personnes. May Confederation Bridge serve as a vivid reminder of our commitment to Canada and to Confederation. Bridgefest 97 s'avère une fête d'une ampleur égale à celle du pont. Parmi les premiers événements du festival figurent la course Bridge Race et la marche Bridge Walk, conçue pour donner aux participants l'occasion unique de traverser à pied le pont de la Confédération. La fête se poursuit avec des concerts, des musiciens, des comptoirs commerciaux, des expositions et des démonstrations. Pendant toute la durée du festival, la scène principale et la scène rendez-vous résonnent aux accords de la musique d'artistes et de groupes tels que la famille Rankin, Barachois et plusieurs autres. La traversée inaugurale qui marque l'ouverture officielle de Bridgefest 97 est suivie au cours de l'après-midi d'une cérémonie d'ouverture présidée par l'honorable Diane Marleau, ministre des Travaux publics et des services gouvernementaux, et à laquelle participent les premiers ministres de l'île du Prince-Édouard, du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse, ainsi que plusieurs autres invités de marque. Mais le point culminant a lieu l'après-midi du samedi 31 mai 1997 à 17h15, quand des automobilistes se présentent au poste de péage, acquittent le droit de passage et empruntent pour la première fois le pont de la Confédération. Bridgefest 97 est un événement comme on n'en voit qu'un seul au cours d'une vie. Un jalon important de l'histoire du Canada et une fête qui ne sera pas oubliée de sitôt. Cette fête célèbre le travail acharné et les réalisations d'hommes et de femmes innombrables dont chacun a joué un rôle important dans la construction de ce rêve vieux de 100 ans. Le pont de la Confédération.